Aujourd'hui sur Media Moula, le podcast qui explore le futur des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance, nous allons parler de ce que pourraient être les médias dans les 24 prochains mois. J'ai le plaisir de recevoir Maxime Topolov, fondateur et CEO de Code.store. Salut Maxime, comment tu vas aujourd'hui? Écoute, super, on est vendredi, il fait beau, donc tout va bien. Très bien. Alors avant de partir en week-end, un sujet important pour tous les médias qui nous écoutent. C'est vrai que ça fait quelques temps qu'on échange sur différents sujets à l'intersection de la tech et des médias. Alors précision importante, tu ne travailles pas directement pour un média, mais tu baignes dans cet écosystème à travers ton business que tu vas nous présenter. Tu connais très bien ce secteur ainsi que les acteurs. Et donc l'objectif aujourd'hui de cette discussion, c'est tout simplement de présenter ce que tu vois toi comme tendance qui émerge, tous les signaux également sur l'avenir des médias, de ton point de vue de professionnel donc qui travaille avec des médias. Mais avant d'attaquer ce vaste sujet, qui est Maxime? Écoute, Maxime, j'ai 45 balais, je gère CodeStore depuis maintenant, on va dire 5 ans. CodeStore, on est une boîte de service, c'est ma deuxième, hein, la première, elle s'appelait Adiax, on faisait du Drupal, beaucoup dans les médias aussi. Je l'ai vendu en 2018. CodeStore, c'est un peu différent, on est une espèce de aigle bicéphale. D'un côté, on crée des logiciels métiers core business pour faire tourner ce qu'on appelle des ERP ou des CRM avec du low-code et de l'IA. Et l'autre partie, c'est un peu la même chose, mais vraiment spécialisé, vertical, média. On est très très fort. Et là, on fait à peu près tout ce qui est technique, tout ce qui peut se passer de technique dans un média, les abonnements, les paywalls, les apps mobiles, les migrations de CMS, des contenus, des interconnexions, on fait ça pour beaucoup de monde. On travaille avec Libé, on a fait l'Express, on a fait Le Point pour les Français, mais on travaille aussi avec Record TV au Brésil. Là, on a fini une grosse appli mobile pour The National à Dubaï. Euh, et on a démarré vendredi dernier Semana donc au Colombie, où voilà, donc on discute avec des médias un peu partout dans le monde et on est très copains aussi avec Washington Post. Très bien. Donc plutôt des gros médias et qui traitent de l'actu, ou tu vas travailler également avec des plus petits éditeurs ou... On travaille avec beaucoup de monde. J'en ai cité des gros parce qu'il faut pimper un peu. On est sur un podcast. Mais oui, si, si, on travaille, on a accompagné un petit peu architecture aujourd'hui, des médias très confidentiels par ailleurs. Beaucoup aussi dans les médias B2B. Il faut savoir que D'accord. eux, ils vivent plus, ils s'en sortent un peu mieux que les autres. Mhm. Justement, par rapport à ceux qui s'en sortent un peu mieux que les autres, tu parles, à mon avis, tu passes tes journées donc à parler à tes clients et à des prospects, donc tu dois Ouais. bien avoir un bon feeling ou du moins un sentiment de ce qui se passe en ce moment. Est-ce que tu peux nous établir un peu l'état des lieux général du monde des médias, que ce soit du média donc B2C ou B2B en ce moment? Qu'est-ce qui se dit? C'est la panique à bord. Enfin, c'est pas nouveau. Ça fait maintenant depuis 2000 quelques que le digital, que la transformation des médias est permanente, mais comme la transformation de tous les autres acteurs, c'est très difficile parce qu'il y a à la fois une baisse de recettes publicitaires, évidemment, il y a un ralentissement global économique qui est là, il y a une espèce de stagnation bizarre, mais il y a aussi des coûts, surcoûts, l'IA, Google AI, Cookieless, Google AI Overview, euh, le scrapping des chatbots, enfin des LLM. Donc ça tire de tous les côtés si tu veux. Et l'équilibre financier, s'il peut tenir chez des géants comme New York Times ou Le Monde en France, qui s'en sortent plutôt bien, ou même l'équipe parfois, euh, globalement, c'est quand même difficile. Le papier continue à baisser. Ce que disait ce matin quelqu'un disait le churn suit les avis de décès, donc c'est une population plutôt âgée. Le digital, les abonnés digitaux, c'est très difficile d'attirer l'attention et d'avoir des abonnés avec toutes les plateformes qui existent pour te distraire et te fournir du contenu, te fournir de l'information. Donc c'est très compliqué. On a les influenceurs, les plateformes d'un côté, la baisse de trafic, la baisse des abonnés print de l'autre. Voilà, c'est pas un contexte simple.
C'est pas une industrie simple, mais ça crée des opportunités. Et justement, par rapport aux opportunités, donc forcément, on va parler d'IA aujourd'hui. Tu avais en préparant ce podcast, je tiens à préciser, on avait identifié par rapport à nos discussions donc trois tendances qui toi te paraissent pertinentes. Et la première, alors là, dans mes notes, c'était la hype de l'IA. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et c'était selon justement un article sur The Audiencer que tu avais publié qui consistait à dire est-ce que les médias ne pourraient pas monétiser des agents IA. Est-ce que tu veux nous présenter le concept, l'hypothèse, ta Bah, pensée, et puis ce que tu en penses aujourd'hui? si tu veux, l'IA a cannibalisé Internet. Donc ça, c'est perdu. La première bataille était perdue. Tous les LLM se sont tranquillement servis dans tout ce qui était les sources OSINT, les sources ouvertes. Ils ont mangé tout le texte qu'ils pouvaient manger. Ok, ça c'est fait. Aujourd'hui, la situation a changé. C'est que, ils commencent à envoyer un peu de trafic quand même. Ça, c'est anecdotique, mais ça augmente de manière assez exponentielle par rapport à, et de notre côté, Google qui ferme les vannes. Deux, on a vu l'annonce de Cloudflare, notamment, qui va dire on va bloquer par défaut les robots LLM, ce qui est un coup de massue dans l'industrie quand même. Hein. Parce que Cloudflare, c'est un énorme acteur de CDN donc, qui récupère tout le trafic finalement, donc ils peuvent avoir un contrôle assez important sur ce qui se passe sur Internet. Et, euh, et en plus, maintenant que ChatGPT, par exemple, enfin OpenAI et Perplexity ont annoncé le lancement de leur browser AI, ça veut dire qu'ils veulent devenir une espèce de référence centrale qu'on utilise tous les jours, nous, en tant que consommateurs. Donc, ce sont des outils consommateurs et vont finalement vers le consumer plus que vers le B2B. En tout cas, leur part consumer est très importante. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont avoir besoin des médias. Parce qu'il n'y a plus de texte pour nourrir leur modèle. Je ne sais pas s'ils en ont besoin encore, c'est une question. Mais surtout, c'est qu'ils ont besoin de l'info fraîche. C'est-à-dire que l'IA n'est pas pour l'instant un journaliste qui va aller boire des coups avec un politique pour savoir un peu les ragots qui se font ou les infos un peu cachées. Donc ils ne vont pas aller voir les policiers, ils ne vont pas aller voir les chaînes d'entreprise, etc., etc. Donc l'investigation et puis les affaires ne vont pas sortir toutes seules. Donc, mais comment faire en sorte que les LLM soient branchés avec les médias qui produisent l'info, qui vont la rechercher? Pour l'instant, en tout cas, il y a un protocole dont tout le monde en a parlé, hein, c'est pas une nouveauté, c'est MCP. Il y a le A2A, donc Agent to Agent, qui semble un peu plus prospectif. Je ne sais pas si ça va prendre, mais l'idée de toute façon, elle est simple, c'est que de toute façon, il n'y a aucun intérêt à ce que la consommation de l'information produite par les médias, par les LLM, se passe par le navigateur ou par la page web. Ça n'a pas de sens. Ils le font aujourd'hui, scraper la donnée, manger la donnée des pages HTML parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens, mais c'est pas efficient. Il y a peut-être la publicité, c'est fait pour les humains, pas pour les robots. Donc plutôt que de toute façon, s'ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de travailler ensemble. Les premiers parce qu'ils n'ont pas d'argent, les deuxièmes parce qu'ils ont besoin de data. Il faut qu'ils se mettent d'accord. Et puis c'est une bonne source de financement facile. Le LLM arrive sur le média, non pas par le site web http libération.fr, coucou Amandine, mais plutôt par un appel direct, une espèce d'API, un machine to machine, qui va dire, tiens, voilà, j'ai un utilisateur qui va lui donner le contexte, il cherche des infos sur Charles de Gaulle, mais plutôt sur la période 1947-1957, il fait une thèse, est-ce que tu as des trucs intéressants dans ton magasin? Et le serveur de Libération va aller chercher dans tous les archives, tout ce qu'ils ont produit, par exemple, les informations sur Charles de Gaulle, il va restituer ça directement au LLM. Cette opération est finalement assez simple à mettre en place. Mettre un serveur MCP, c'est pas compliqué. On peut imaginer des services, pas que de recherche d'informations, mais des services divers et variés. Ça peut être des accès à des bases de données. Vous prenez Infopro Digital, il gère des énormes bases de données. Vous prenez le quotidien du médecin, par exemple, ils ont d'autres bases de données. Donc il y a des offres servicielles qu'ont développées les médias qui peut être aussi vendu par MCP. L'idée, c'est de dire, si l'accès
au web n'est plus Google, mais globalement des outils type LLM et chatbot, bah, dans ce cas-là, la consommation du contenu, de l'information, de tout ce qui est produit par les médias n'est peut-être pas le browser, mais, euh, mais, le, mais un serveur MCP. Donc ça, si je comprends bien, c'est quand même relativement simple techniquement à mettre en place. Ça peut être, ça peut être un bon moyen de monétiser ce que les médias font de mieux, c'est-à-dire fournir de l'information au LLM. C'est relativement simple d'aller voir OpenAI quand on est Le Monde, mais quand on est un publisher indépendant, comment tu C'est t'en sors? pareil. Bah, comme aujourd'hui, Google travaille avec tout le monde, c'est-à-dire que tu viens, tu as une portail Google Search Console, Google Analytics, tous ces outils-là, Google Webmaster Tools et compagnie. Vous avez Google Tag Manager. Enfin, OpenAI va fournir un ensemble d'accès à sa marketplace de référencement de ses MCP. Va dire, bah tiens, si tu veux déclarer ton serveur, te faire indexer par mois, bah viens, c'est ici que tu déposes ton lien et ça sera fait. L'avantage des serveurs MCP par rapport à des API, parce que peut-être c'est une question intéressante, c'est finalement les machines to machine, ça existait depuis des dizaines d'années. C'est les API, donc les REST API ou les GraphQL. Mhm. Pourquoi ne pas utiliser une connexion API? Puisque tous les médias fonctionnent sur des CMS, des Content Management System, des WordPress, des Drupal, des ArcXP, des Directus, pourquoi ne pas connecter finalement ton CMS à ton OP? Parce que le problème, c'est de savoir expliquer l'intention, ce que je cherche, le Mhm. contexte qui change tout le temps. C'est-à-dire que la différence, c'est que l'API est prédéfinie. Voilà, tu as une façon de chercher les articles, tu as une façon de récupérer un article, tu as une façon de récupérer une image. À toi de te débrouiller, de savoir comment fonctionne mon API, à toi de te débrouiller, de savoir comment s'intégrer, se connecter. Voilà mon API. Ça, c'est pas possible parce que bah, il y a autant d'API que d'installation de CMS, il y a autant d'API que de médias. Ça déporterait tout le travail d'intégration sur le LLM. Donc du coup, il ferait effectivement FT stratégie, le monde et après le reste, c'est fini. Hmm. Là, dans le MCP, c'est pas ça. C'est le MCP dit j'ai un utilisateur qui a ce contexte, qui cherche ça. Est-ce que tu as quelque chose à m'offrir? Il sait à peu près que tu serais capable de traiter cette requête. Et là, en quelque sorte, je vais analyser le LLM va analyser ce que me propose Libération. Il dit ok, chez Libération, j'ai bien la recherche du contenu, j'ai bien ça, j'ai bien ça. Donc en fait, c'est une espèce de haute découverte temps réel des capacités d'un serveur. Donc je suis capable de demander, ok, qu'est-ce que tu sais faire? Je sais te renvoyer tous mes archives de contenu d'articles. Ok, super, ça m'intéresse. Je t'appelle. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple à intégrer. On n'a plus qu'à les connecter et puis ils se parleront tout seuls. Ils se comprendront D'accord. tout seuls. Ok. Voilà. Je sais plus ce que par contre, Non, non, question. c'était ma question, c'était justement sur ça, sur le fait que c'est relativement, encore une fois, simple selon moi d'aller voir ces LLM et ces boîtes d'IA quand on a une grosse marque média. Par contre, pour les plus petits et Bah, ça même sera les automatiquement, moyens, ils vont c'est s'enregistrer et puis ils vont mettre leur carte de crédit, ils vont dire voilà, et puis bah, ils vont recevoir à chaque fois il y a des appels. Il y a dans le MCP, il y a des choses qui sont prévues déjà pour les transactions financières, donc dire est-ce que c'est autorisé, je te donne à voir un petit peu mais pas tout. Pour le reste, il faut que tu aies un token de paiement, donc tu es payé peut-être par un tiers de confiance, un Stripe ou autre, Mhm. donc ou PayPal ou autre, autrement. Donc il y a déjà ces prémices-là dans le protocole. D'accord. Donc, ce qui fait un bon candidat, il est adopté, l'MCP est largement adopté par Anthropic, par LLM. Ça semble être un candidat. Est-ce qu'il sera lui ou pas? Est-ce que Hmm. l'usage prendra ou pas? On ne sait pas. Donc c'est une chose complètement différente des deals qu'on a vus avec, par exemple, OpenAI ou Amazon. Ou New York Times, ils ont, par exemple, un procès contre OpenAI parce qu'ils leur reprochent de prendre du contenu, mais par contre, ils ont fait un deal avec Amazon. Là, les process avec les MCP tels que tu le décris, c'est un autre cadre de Ouais, je deal. pense, parce que le premier deal, enfin peut-être, l'MCP n'est pas encore, c'est que OpenAI ne pourra fonctionner que si tout le monde a intégré MCP. MCP, c'est assez récent. Tout le monde n'a Hmm. pas fait le move encore. C'est un peu c'est comme dans les véhicules électriques, il faut des bornes pour avoir plus de véhicules électriques, il faut plus de véhicules électriques pour avoir des bornes. C'est un peu, ça va, une adoption type marketplace, ça va être très très lent.
Donc, D'accord. pour aller plus vite, maintenant, ils ont besoin de contenu frais, parce qu'il faut entraîner le modèle encore mieux, encore mieux, encore mieux. Donc là, ils vont aller chercher chez les plus gros. Où est-ce qu'il y a le plus de contenu texte? New York Times doit avoir des archives avec des dizaines d'années, voire un siècle, numérisés. Donc, ils vont avoir un corpus gigantesque, accès à un corpus gigantesque. Puis, c'est quand même des corpus bien structurés chez les médias. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont fait le deal. Je pense que pour avoir D'accord. accès à un corpus, et puis aussi peut-être avoir en temps réel des news vérifiées, des sources de news vérifiées insérées dans leur réponse. Mhm. Donc, selon toi, ce type de partenariat à travers des MCP entre médias et IA, c'est le plus probable, c'est le futur le plus qui se profile, c'est ouais, la plus grande probabilité selon toi et selon les médias avec qui tu parles. Est-ce que ça, ils voient ça, ils l'intègrent, ils se disent bon bah Ils oui en sont pas c'est. encore à là. Ils en sont pas encore à là. Il n'y a pas il y a pas suffisamment de maturité encore sur ces couches-là. Ils vont venir avec, je pense, quelques années de retard une fois que les États-Unis seront branchés. Donc non, non, c'est pas encore là. Pour l'instant, ils se disent, c'est d'ailleurs pas encore l'urgence. L'urgence, c'est comment on survit. Donc, enfin, comment Hmm. on se remet à l'équilibre, comment on fait en sorte de garder nos abonnés, de garder nos sources de revenus, de diversifier nos sources de revenus aussi, c'est très important. C'est comme plutôt ça la tendance aujourd'hui, c'est de dire, ok, bon, la pub c'est mort, les abonnés baissent, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Hmm. Comment est-ce que ma marque, ma présence, mon savoir-faire peut être utile sur toutes les pans de business. Il y en a qui vont dans l'e-commerce. Tu prends par exemple des titres, je sais pas, comme Marie-Claire, elle, enfin des titres plutôt lifestyle. Eux, ils prennent des magazines, donc ils vont plutôt prendre le tournant de l'e-commerce. Quasiment tous les médias B2B ont soit de la base de données, soit des événements, les grands événements. Un de nos clients, par exemple, excellent client, un de nos meilleurs clients, c'est William Reed au UK. On les adore. Eux, ils ont le classement des 50 meilleurs restaurants au monde. C'est une grosse source de revenus pour eux. C'est, je pense, 10 ou 15% de revenus. Donc, les événements, prenez AM Expat, un autre client chéri, tout petit qu'on adore en Hollande. Salut Panos. Eux, ils sont 30% pub, 30% branded content et 30% événements. Le salon AM Expat est assez connu. Voilà, donc, mais peut-être plus. Peut-être plus. Des médias comme Libération, par exemple, je sais qu'ils cherchent à se diversifier vachement. Ils ne sont pas assez diversifiés pour le moment. Ils ont une marque connue de tous. Donc, c'est des marques puissantes qui restent puissantes. Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est une vraie question. Ouais, on va y venir justement sur la tendance numéro 2, la montée des événements et du in real life, comme on appelle ça avec un anglicisme. IRL, Euh, voilà. Yeah. dans la vraie Euh, vie. exactement, dans la vraie vie, hors du digital, c'est une très bonne... euh, c'est un, ouais, un très bon move généralement pour diversifier ses revenus et également pour créer un lien entre l'audience et les médias, ce que parfois c'est un peu le point faible des médias qui ont des marques très puissantes mais finalement qui ont peu de relations directes avec les audiences et c'est peut-être là aussi où il y a des choses à faire. Juste avant d'attaquer cette tendance, je voulais quand même revenir sur le côté, parce que dans les notes, tu avais dit la hype de l'IA. Donc, selon toi, est-ce qu'il y a quand même une hype qui est en train de retomber? Est-ce que tu changes d'avis tous les jours face aux Je, nouvelles avancées? je, Comment tu... je, c'est une belle béquille dans mon quotidien. C'est-à-dire que je ne vais plus sur Wikipédia pour poser des questions, pour me renseigner, pour faire des calculs, pour faire des choses de mon travail quotidien. Quand on a une doc d'un RFP énorme, il faut que j'analyse, extrait des informations, je pose des questions à ce doc quand je prépare la réponse, par exemple. C'est Mhm, extrêmement utile. Là, en ce moment même où je te parle, j'ai un workflow AI qui tourne pour analyser pour un projet sur la PQR, justement, la presse régionale. Je n'en parle pas plus que ça, mais pour analyser 700 000 lignes de code écrites en PL SQL dans les années 90
pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans réellement, cette espèce de rétro-ingénierie. Humainement, j'aurais pas été capable de le faire, analyser 600-700 000 lignes de code. Là, en une demi-heure, une heure, ça va être fini. Le temps qu'on aurait fini, ça va être traité. Et j'aurai une espèce d'énorme tableau. J'ai préparé un workflow avec des dizaines d'étapes. Donc, c'est une aide précieuse. Donc là, je suis très, à ces moments-là, je suis très euphorique sur l'IA. Ça va remplacer tout le monde. Ça va tout faire. Et puis après, on lance un projet IA un peu prod, donc pas une béquille, mais un vrai projet intégré dans la prod. Et là, ça fail complètement, quoi. C'est dramatique. On demande, par exemple, de chercher des erreurs de nom, prénom, adresse, date de naissance, lieu de naissance, statut marital dans des actes notariés. Et il faut des dizaines d'itérations. C'est laborieux. On a mis des semaines et des semaines de travail à adopter des prompts, à tester différentes stratégies juste pour faire des trucs assez cons, qui au final marchent quand même. Donc je pense qu'il y a quand même la marche. Je pense que tout travail bête, répétitif et qui peut être fait avec un ordinateur, en grande majorité, va être remplacé. Mais il y a des choses où ça va pas du tout. Par exemple, nous, on fait beaucoup de développement. Les développeurs seniors vont un peu plus vite, ils l'utilisent comme une super autocomplete, ou une espèce de Quora, euh, euh, Stack Overflow, où ils posent des questions en temps réel. Ça marche très très bien. Si tu prends des développeurs middle, junior, c'est catastrophique, ça les ralentit, ils font n'importe quoi, ils savent pas ce qu'ils ont produit comme code, ils sont incapables de le débugger eux-mêmes, ça génère plus de problèmes. Ça nous ralentit globalement. Il y a une étude qui était sortie il n'y a pas plus de temps que hier, j'ai vu passer, pour pas te dire de bêtises, qu'ils ont fait une étude randomisée, donc scientifique, en leur posant des questions. Quels seraient les gains de l'IA auprès des développeurs? Donc ils ont testé ça sur des dizaines de développeurs. Ils ont demandé d'abord combien pensent les économistes, combien pensent les experts de la machine learning, comment les développeurs eux-mêmes pensent qu'ils seront améliorés par l'IA, et puis la réalité des résultats observés. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, tout le monde dit oui, bon, entre 30 et 50%, on sera plus rapide. La réalité, c'est qu'ils sont 20% plus lents avec l'IA. Donc, en moyenne. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt mitigé. Je pense que c'est un outil qui permet d'accélérer beaucoup de traitements, beaucoup d'analyses de documents, beaucoup de traitements en masse, supprime du travail bête et fatigant des opérateurs, des agents dans les assurances, les banques. Il y a beaucoup de contrats, beaucoup de paperasse. Tout ce travail-là qui n'a jamais été très intéressant sur du papier, qui n'a pas été devenu plus intéressant quand on a mis du SAP ou des ERP et qui n'est toujours pas intéressant maintenant, va être remplacé, et heureusement. Pour le moment, le reste, c'est mitigé. D'accord, très clair. Tendance numéro 2, on y vient. La montée dans la vraie vie. Tu disais le constat, en fait, c'était que le monde digital est devenu entre guillemets une poubelle. Trop de contenu, du contenu mauvais, saturation, info, fatigue de toute cette info qui nous inonde. C'est encore le constat depuis qu'on a préparé ce podcast, toujours aussi fataliste ou tu te... Bah, moi, je sais pas, tu demandes autour de toi, tout le monde se plaint de passer trop de temps dès qu'on est sur TikTok ou sur Instagram, on scrolle. Moi, j'ai désinstallé tout, comme ça, c'est fini. Mhm. J'y passais trop de temps, c'est complètement con. Et ce qu'on voit aussi, moi, c'est le signal le plus fort a été le succès euh, d'un copain qui s'appelle Max Barbier, qui a lancé une appli qui s'appelle Time Left et qui galérait au début. On l'avait un peu aidé justement sur son appli de rencontre au départ. Et puis ça a basculé à un moment donné, ça marchait pas très bien son app de Mhm. rencontre. Et puis il a enlevé un seul truc. Il a dit bah c'est pas une app de rencontre, c'est une app de pas une app de rencontre pour se trouver son amante ou un amant, mais euh, plutôt une app de rencontre de gens seuls. Et c'est un peu ça, les gens se sentent, dans les grandes villes, se sentent plutôt très seuls, ont du mal à se faire des amis,
passent leur, bah forcément que si tu scrolles jusqu'à 2 heures du mat et puis le matin tu commences à bosser et puis le soir tu peux aller sortir avec tes collègues, mais tu les vois déjà toute la journée au bureau, donc peut-être pas forcément envie de les continuer le soir. Et les gens ont du mal à faire des rencontres, ont du mal à aller vers les autres. Et donc le in real life, lui il est passé, mais c'est Mm. stratosphérique sa croissance. Il a partagé quelques courbes. Ouais. C'est un signal fort. Il est dans 248, je crois, enfin partout là, il lance Mm. des time left runners. Donc les gens thrive, comme on dit en français, on cherche de la rencontre Mm. physique, on a envie de se serrer des patounes, d'aller discuter avec des vrais gens plutôt que de scroller et puis de voir des petites vidéos. Donc, oui, je pense que c'est une vraie tendance. À quel point, je ne sais pas, mais j'ai l'impression quand même que, en tout cas dans les grandes villes, c'est une vraie tendance. Les gens dans le B2C et le B2B veulent se rencontrer, se parler, voilà, et pas en visio, et pas sur un podcast. Exact. Ouais, on me demande de plus en plus d'ailleurs des podcasts en physique dans des studios. On m'a refusé certains podcasts justement via Riverside en me disant ah, c'est quand même plus sympa de vraiment se rencontrer. Et je suis d'accord, mais bon techniquement c'est un peu plus compliqué, mais bon ça confirme un peu ta tendance et ta vision des choses. Time Left, effectivement, je mettrai quelques liens en description parce que super intéressant. J'ai pas mal suivi Maxime Barbier qui est à l'origine vient des médias puisqu'il a créé Minute Buzz qui Mediabuzz, était ouais, Minute Buzz, ouais. ouais, qui était un Revendu à gros TF1, je succès crois. ouais, revendu à TF1 au bon moment je pense. C'était un des premiers médias qui avait fait le pari en fait de pas avoir de médias. En gros, ils étaient médias mais sur les réseaux sociaux. Mm. Et ils faisaient beaucoup de vidéos à l'époque et ça cartonnait. Après, je crois qu'ils ont eu quand même des difficultés par rapport à la revente, etc. Mais ouais, un entrepreneur très inspirant. Succès de Time Left qui prouve aussi il y a beaucoup de concurrents qui se sont lancés sur la même sur la même thématique ou sur le même modèle. Preuve que ça fonctionne bien. Euh, Si tu en parles sur un podcast de médias, c'est que j'imagine, tu penses que les médias ont une carte à jouer sur l'événementiel. Alors ça existe déjà, l'événementiel, notamment dans le Oui, B2B. C'est... ouais, exactement. Mais regarde le problème, c'est que un événement aujourd'hui, enfin tout quasiment tous les événements qui existent dans les B2B, ce sont des grands salons, plus ou moins grands, 100 personnes minimum, jusqu'à plusieurs milliers dans les grands salons. Et c'est souvent des salons co-organisés, organisés avec des médias. Infopro Digital, par exemple, un bon client à nous, a de grands événements. William Reed en a parlé, MXPAT aussi à ces événements. Les gros événements des médias B2B et parfois B2C aussi, ça existe. Le problème de ces gros événements, c'est que ça demande, ça crée des, tu peux pas en faire tous les jours. C'est-à-dire que c'est une fois par an, généralement, le salon du, et donc tu fais venir tous ceux qui peuvent venir à ce moment-là. Ça coûte très cher à organiser puisque c'est de la logistique. Il faut que tout le monde soit rassemblé au même moment, au même lieu, avec les fabriquer des stands. Donc ça coûte cher. Ça coûte très cher pour finalement un résultat perçu de la part des annonceurs, de ceux qui ont des stands. Vous êtes là comme du bétail et puis vos pauvres clients qui se font harceler par ça ressemble à un cirque. C'est pas hyper agréable. Puis il faut faire venir des guest stars parce que comment tu attires les gens pour payer, je sais pas moi, 500, 1000, 2000 euros, 3000 euros au Vivatech là par exemple, des billets très chers pour faire venir des gens. Donc il faut venir des guest stars pour que ça fasse un peu entertainment. Ça coûte très cher également. Et donc les annonceurs, c'est-à-dire ceux qui payent les stands, ceux qui payent le sponsoring de ces événements, ils tirent un peu la gueule. Ils ne se retrouvent pas forcément. Il y a certains salons qui sont très bien, mais enfin quand même dans la majorité, c'est pas un truc qui ramène du lead, c'est pas un truc qui ramène des opportunités de travail. Donc le héroïne n'y est pas forcément. Mais on les fait parce que si tu n'y es pas, pourquoi tu n'y es pas, voilà. À côté de ces grands événements, il y a pas grand-chose. C'est-à-dire oui, on peut créer du branded content. Donc, je pense qu'il y a une vraie opportunité à massifier, à créer des petits événements, des meet-up qu'on avait oubliés, qui sont un peu, les meet-up étaient toujours organisés beaucoup dans les communautés open source, par exemple, euh, voilà, qui étaient co-organisés naturellement, organiquement par les contributeurs. Je pense qu'il y a un gros potentiel là pour les médias B2B d'organiser en masse
plein de petits événements, petits déjeuners, euh, 10, 20, 30, 50 personnes max, un sponsor. Mais par contre, on en fait tous les jours, par exemple. Tous les jours, il y a un petit déjeuner avec tel et tel sur telle thématique. Du coup, mobiliser 20, 30 personnes de leur base, parce qu'ils ont tous des bases. Tu vois, tu prends, je sais pas, de facto par exemple, ils ont des dizaines de milliers de contacts, des centaines de milliers de contacts. Bah, tu vas mobiliser 30, 40 personnes sur un petit déjeuner, sur une thématique beaucoup plus précise, beaucoup moins générique. Pas l'IA, mais non, l'IA générative utilisée pour générer des photos de petits chatons. Bah, c'est très précis. Donc, tous ceux qui sont intéressés par les photos de petits chatons viendront. Donc, c'est dans le marketing, plus tu es narrow, plus c'est facile à parler au Ouais. public. Donc, euh, donc, je pense que ça va être plus facile à mobiliser. Et surtout, pour l'annonceur, il est tout seul. Donc, il a son public de décideurs, de gens qu'il a sélectionnés pour venir, et puis il parle. Donc, ça déporte en fait deux choses. Souvent, les éditeurs le font eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'annonceurs le font eux-mêmes, ces petits déjeuners découverts, etc. Les déjeuners, les dîners aussi, pourquoi pas. Tu peux faire des déjeuners et des dîners. Mais on délègue l'organisation, la logistique et surtout le contact des prospects aux médias. Moi, je suis annonceur, je dis, bah, je mets 5, 6, 7, 10 000 euros sur la table, faites-moi venir 20, 30 prospects, pendant 3 heures, je vais leur parler. C'est pas mal. Ils seront là, ils sont en train de manger les croissants, ils sont en train de manger leur côte de bœuf, et on discute. On discute. À côté, c'est pas une salle anonyme, c'est des gens avec qui je découvre leur histoire, leur vie, leurs anecdotes. Je peux remplir mon CRM avec tout ça, je peux continuer les discussions plus tard. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus valorisant. On a fait ça plusieurs fois nous-mêmes. Si je peux déléguer cette organisation-là et surtout le stress de j'ai réservé une salle, mais personne ne viendra, donc il faut que j'envoie des mails à droite à gauche à quelqu'un et à un média, je serais ravi. Hmm. Donc c'est le sponsor qui présenterait quelque chose Oui, à à toutes ces personnes, à tous ces participants. oui, on peut faire un Et puis témoignage ensuite, client, présente une démo, enfin un truc classique, c'est-à-dire tu dis hmm, salut, une keynote, donc tu as une espèce de guest star qui vient, un mec senior qui connaît l'industrie, donc ça attire un peu les gens. Tu as l'info commerciale, voilà, regardez notre beau produit, et tu as une démo, un truc un peu interactif, ludique, et puis après, bah, tu te répartis, et puis tu as tes SDR, tu as tes commerciaux qui sont dans la salle en train de discuter, boire des coups avec les gens. et tu en as déjà parlé de ça avec les médias ou est-ce que tu sais si les Oui, médias, ouais, il y en a, alors je peux pas en parler parce que c'est des choses dans les cartons, mais oui, oui, il y a des choses, des trucs VIP qui se préparent pas mal. d'accord. Exactement sur le même modèle, mais même c'est pas moi qui ai apporté l'idée, c'est en discutant de mon idée, parce que j'en parle à plusieurs médias évidemment, Mhm. il me dit, bah, justement, on est en train d'organiser ça. Donc il y a des dîners VIP qui sont lancés par un acteur, un gros acteur B2B. Ouais. D'accord. Et ça serait en complément des gros salons ou ils sentent que le modèle gros salon, comme toi tu l'expliques, c'est un peu, ça s'essouffle ou Je sais pas si ça s'essouffle vraiment, j'ai pas des chiffres, mais mhm. je pense que ce sera forcément un complément. Il y a, le salon a du sens aussi, surtout sur des business internationaux. C'est-à-dire que les gens, les petits déjeuners, ça marche, mais c'est hyper local. Mhm. Si vous voulez, à un moment donné, le salon de l'aéronautique, ou j'en sais rien, où tu as les gens partout dans le monde qui se réunissent au même moment, au endroit, c'est important aussi. Ça, Mhm. on peut pas les couper. Hein. Ouais. Ok, très clair. Donc ouais, je trouve que ça a beaucoup de sens et c'est assez pertinent pour des médias B2B. En B2C, est-ce que tu verras un modèle similaire ou un modèle peut-être d'autres idées pour reconnecter peut-être les audiences en B2C? Tu parlais de Libération, de Le Monde. Je sais qu'ils organisent déjà des choses aussi, mais L'événement, peut-être. J'ai pas forcément d'idée très claire sur le sujet. J'ai pas creusé, j'ai pas réfléchi trop. Je pense que la tendance qu'on voit là, The Audience, j'étais à Londres là, mhm, c'était en juin là, il y a un mois, et ce qu'on voit globalement, tout le travail est fait aujourd'hui pour récupérer un accès direct aux audiences. C'est la mhm, course pour l'instant dans les médias B2C, c'est dire les plateformes vont nous couper, Google nous coupe, les social media nous ont coupé. Avec qui on parle, quoi. Qui sont nos lecteurs, qui sont notre audience, et c'est la newsletter pour l'instant qui est le canal qui semble le plus utilisé, le plus investi pour savoir à qui on a affaire. mhm. Les événements peut-être,
Pour le moment, ouais, pour le moment, c'est beaucoup la newsletter, le canal audio aussi. En gros, Mhm. c'est ramener les gens sur des plateformes dans lesquelles ils existent tous. Mais ils utilisent ces plateformes plutôt pour ramener le chaland sur leur centre névralgique, leur site, leur application mobile, où là, ils vont dire, ou leur newsletter, pour là, lui dire, bon, ça y est, maintenant on est connecté, on peut discuter. Un jour, peut-être, tu deviendras abonné. Mhm. Ok, très bien. Parfaite transition avec la tendance numéro 3, puisque c'est la montée en puissance des journalistes influenceurs que tu avais noté et que tu souhaitais discuter. Alors c'est une tendance effectivement qu'on voit de plus en plus. Par contre, il y a pas mal de questions qui se posent par rapport au modèle. Est-ce que tu veux nous présenter, toi, ta vision des choses par rapport à ça? Est-ce que tu vois comme opportunité pour les médias ou Là, comme menace? moi, j'étais au Twipe Digital Summit il y a un an. C'est en Belgique, c'est Twipe qui organise ça. C'est des acteurs aussi du média, très sympa. Et, et j'avais discuté, on a fait une table ronde avec le CTO du Monde. Il y avait des gens allemands, il y avait des Danois. On a fait une petite vidéo même après sur YouTube sur ça, pour leur poser la question qu'ils en pensaient. Et ce qu'on voit quand même, c'est que euh, la marque, enfin ce que j'en retiens en tout cas, il me semble, c'est que la marque, Le Monde, Libération, Le Point, l'Express, etc., ne suffit plus à créer de la confiance. C'était quelque chose qui avait du sens il y a 100 ans peut-être. Effectivement, la marque médiatique était dans le brouhaha de ragots, d'informations étatiques qui étaient toutes fausses ou manipulatrices. Nous, on vous donne l'info vraie. On est un garant de la vérité. On est un tiers de confiance pour vous apporter de l'information, pour vous informer. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Euh, le mainstream média, Hmm. c'est pas forcément un gage de confiance. Parce que les jeunes ont perte de confiance dans les news. Il y a une news avoidance. Enfin, on voit dans tous les rapports de Reuters, tous les gros rapports qui sortent que globalement, c'est pas forcément le cas aujourd'hui. Mais alors quoi? euh, Eh ben, il semble, en tout cas, il me semble que la nouvelle génération, les jeunes ont plus peut-être confiance dans certains influenceurs, en tout cas à une tête parlante à qui ils ont l'habitude de parler, qui exprime son point de vue, qui peut être faux, qui peut être pas journalistique, qui peut être pas vérifier ses sources, on connaît que moyennement. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui ils ont décidé d'avoir un lien de confiance. Ce qui dit, en tout cas, ou peut-être. Et donc, le shift, il se fait de la marque, qui est un tampon, vers une personne à qui que je peux regarder, je sais s'il ment ou Hmm. pas. On a quand même cette capacité à détecter le mensonge assez facilement. On sait les personnes euh, qui font de la langue de bois ou qui tournent autour du pot. Mhm. On le sent rapidement. Donc peut-être aussi que euh, les médias ont tout intérêt à intégrer, à assembler, à faire croître en leur sein des influenceurs qui vont parler directement à l'audience, qui vont créer ce lien de confiance, qui vont se découvrir aussi un peu. Hein. Influenceur veut dire Mhm. aussi la vie pro, vie publique, vie pro, vie publique slash vie privée, la frontière est un peu plus floue. Hmm. C'est peut-être ça. Ouais, parce que le modèle, effectivement, on voit bien, on imagine bien, et on voit effectivement que les médias, les médias d'actu essayent de reprendre les codes de ces formats plus incarnés, avec le journaliste en face cam, Hum, avec hum, son téléphone, etc. Je pense qu'il y a quand même pas mal de rédactions où ça bloque un peu. Les journalistes sont peut-être pas très partants pour faire ça. Bon, je suis pas au sein de toutes les rédactions, mais j'imagine qu'il peut y avoir quelques difficultés, quelques réticences à l'adoption de ces nouveaux formats. Peut-être les journalistes qui sont là depuis quelques années aussi, la nouvelle génération peut-être un peu moins. Mais la difficulté, en fait, c'est enfin, quand on voit quand même, par exemple, aux États-Unis où la tendance est plus forte et plus avancée, c'est souvent ces journalistes influenceurs, ils profitent, par exemple,
entre guillemets, ils profitent d'un licenciement, par exemple, d'un grand journal, et ils ont déjà un nom au sein de cette institution. Donc, par exemple, le Washington Post, ils vont licencier des journalistes, ou les journalistes vont partir parce qu'ils sont pas d'accord avec la ligne édito imposée par le Mmh. journal. Ils conservent leur marque personnelle, entre guillemets, et puis ils lancent un Substack, ou ils lancent une chaîne YouTube, etc. Donc, Mmh. c'est une tendance qu'on voit très, très nettement aux États-Unis. En France, ça commence également, surtout sur YouTube. Euh, mais pour les médias, en fait, c'est un peu aussi, on perd ces journalistes stars. Donc, comment tu fais, pour attirer des journalistes, parce que le journaliste, il va se dire, bah ouais, mais en fait, si je peux le faire moi-même sur mes propres plateformes, quel est l'intérêt d'aller chez Le Monde ou chez Libération pour faire ce que je pourrais faire en indé, quoi. Bah, l'argent, je pense que l'avantage, c'est que ça met tout le monde d'accord. Heu, le problème de donc l'influenceur, déjà, ça pas forcément, il y a dans ce sens-là, mais il y a aussi des gens qui naissent, enfin qui ont démarré très tôt, tu vois? Hugo Décrypte, c'est Oui. devenu quelqu'un qui est sorti du monde, je crois, et qui est devenu plus fort il a plus d'abonnés que Le Monde sur YouTube, je Mhm. pense. Ouais. La difficulté de ces personnes-là, c'est qu'ils ont une audience, mais l'audience a ses limites. C'est-à-dire que tu vois, il ne peut pas aller au-delà de ce qu'il est lui, ce qu'il va attirer Hmm. par sa façon de voir les choses, par sa façon d'être, par son look, par toutes ces petites choses qui font lui et lui, par sa personnalité en quelque sorte. Il va attirer une aura, mais il ne va pas aller taper d'autres personnalités, d'autres pans. Donc forcément, un influenceur sera limité par son reach. Le reach, il sera les gens qui se sentent un peu proches de sa personnalité. Le rôle du média, c'est d'aller faire un peu un Tetris, quoi, une espèce d'assemblage euh, qui va faire, finalement, j'ai une ligne éditoriale, j'ai une vision du monde, on va dire ça, et je vais assembler autour de cette vision un ensemble de personnalités très fortes Hmm. qui se complètent. Tu vois, je vais avoir quelqu'un dans le lifestyle, quelqu'un dans la technique, quelqu'un dans la politique, je vais récupérer un peu les différents pans, avec toujours cette, pas une ligne éditoriale. L'éditorial, c'est très top-down. C'est-à-dire, Hmm. voilà, nous allons aujourd'hui traiter tel sujet, toi tu vas écrire sur ça, toi tu vas écrire sur ça, toi tu vas écrire ça. Non, chacun travaille dans son domaine, il est complètement autonome, c'est le renversement un peu, c'est-à-dire que tu as un journaliste qui parle de la politique, un autre qui parle de la bouffe, personne ne leur dit quoi faire, mais on a assemblé ensemble parce qu'on sait que ils ont une gouaille, une façon de faire qui correspond à cet ensemble de population que je veux toucher. Et ensuite, qu'est-ce que fournit le média à part l'assemblage? L'économie d'échelle, c'est-à-dire que Hmm. quand on représente 1 million d'abonnés, c'est une chose, quand on représente 30 millions, c'est plus la même discussion. Quand on a une monétisation d'une marque qui est OK pour parler autour des vidéos de bouffe, mais qui ne veut pas du tout parler politique, à l'inverse, une bagnole, il ne va pas parler sur un channel d'un écolo. Donc en fait, je Hmm. pense que c'est une espèce de rôle d'agent, négociation commerciale centralisée avec les annonceurs. C'est aussi tous les moyens techniques de distribution, de post-editing, d'IA, de recherche de sujets. Si on veut faire de l'investigation, il faut partager les moyens. Donc, je pense que, Hugo Décrypte n'a pas les moyens de lancer un média puissant. En revanche, un média puissant peut se composer à partir de 50, 100 Hugo Décrypte qui ont chacun les audiences, peut-être même internationales, pourquoi pas. Pourquoi être limité à à une géographie? On peut traduire en IA, on peut changer la voix dans n'importe quelle langue. Aujourd'hui, on peut, je pense, avoir une concurrence internationale immédiate. Le monde d'ailleurs est allé aux États-Unis avec un succès limité. Voilà, je pense que c'est Hmm. ça le rôle des médias. D'accord. Donc ça serait effectivement Une écurie, voilà. ouais. C'est le même écurie, tu vois, une Mhm. écurie qui deal les deals, qui fournit les moyens techniques et qui, par contre, met sur le devant de la scène les stars. Très bien, très clair. Alors tu parlais d'argent et de rémunération. Comment justement rémunérer ces journalistes slash influenceurs à leur juste valeur? Parce qu'un Hugo Décrypte qui vient, imaginons une hypothèse, un Hugo Décrypte qui se fait débaucher par Le Monde, il sera
plus payé qu'un influenceur avec moins de portée sur d'autres sujets parce que peut-être ça payera moins aussi, il y aura Bien moins sûr. d'annonceurs. Comment tu fais pour être tu négocies des contrats, enfin c'est du Mais fixe on ou a tu non, mais on a le modèle. Pourquoi chercher loin? On a le modèle de la télé. Aujourd'hui, tu prends je sais pas, un Bolloré versus, comment il s'appelle, Cyril Hanouna. Bah, tu vois, il y en a un qui est producteur, donc c'est un peu ça, c'est la même notion. J'ai une plateforme de distribution, bah, c'est les chaînes télé. Là, tu as une plateforme qui gère pour toi tout le ongoing, la négociation des contrats, enfin, c'est une plateforme, une espèce de fournisseur de services, Mhm. et aussi une marque quand même. Et puis, bah, toi, j'ai des producteurs de contenu qui disent, bah, moi, j'apporte 15% de tes revenus, c'est moi. Bah, logiquement, tu vois, je te paye les services, tu as des services, je sais pas moi, les coûts de distribution, les coûts sont fixes et partagés au prorata, et puis le reste, bah, on partage la marge en deux, par exemple, ou en deux, en 30-40, j'en sais rien, mais en tout cas, partage de marge. Mhm. Tout ce qui est rémunération à la performance entre guillemets des journalistes. Je voulais t'amener sur ce sujet parce que j'ai lu un livre de Jacques Attali récemment sur l'histoire et l'avenir des médias. Et j'ai pris un screenshot. Il reprenait l'exemple d'un journaliste chinois. Alors je vais pas donner son prénom et son nom parce que je vais l'écorcher. Mais il expliquait que beaucoup de Chinois utilisent les super apps comme WeChat pour s'informer. Donc c'est notre équivalent de WhatsApp, mais puissance 10. On peut tout faire Mhm. sur WeChat en fait. Et dont aller chercher de l'info. Et en fait, il expliquait ce journaliste que les créateurs de contenu, ils peuvent être rémunérés par des systèmes de tips sur les super apps. Et Mhm. donc, chaque article lui rapporte entre 600 et 5000 dollars, alors que les journaux lui en proposent 75. Donc ça, Bah, c'était en 2021 qu'il a écrit ce livre. ça, Donc, ça reste vrai sur Patreon aujourd'hui. Vous avez YouTube Subscribe aussi, l'a mis en place. Un journaliste peut ouvrir un compte sur. On attend hein, le premier journaliste sur OnlyFans, si ça ne doit pas déjà être existé. Donc, non, non, mais il y a plein de moyens. La difficulté ici, c'est de dire toujours si on construit du contenu qui plaît et uniquement, bah, le rôle sociétal du journaliste, il est où là-dedans? C'est-à-dire que sinon, on va faire tous exactement. des vidéos de chatons et on redeviendra finalement un TikTok distribué. Donc, c'est pas ça, c'est pas ça que la société veut. La difficulté, c'est que ce que moi, en tant que cerveau primate, je veux, c'est des vidéos de chatons. Et moi, en tant que citoyen, ce que je veux, c'est que bah, on rend les gens moins bêtes et plus informés et qui puissent prendre des décisions et puis faire plus attention à la manière dont c'est fait. Mais c'est pas marrant, donc ça n'active pas autant de dopamine que les vidéos de chatons ou d'autres. Hmm. Euh, et donc là, espèce de bagarre permanente, c'est comment est-ce qu'on fait. Donc, je pense qu'il y a, il y a un aspect incontournable qu'il faut traiter, c'est comment on rémunère les gens qui créent de la valeur pour la société en informant les gens, en les forçant à les rendre moins bêtes, parfois à coup de forceps. Est-ce que c'est une loi qui obligerait que toute plateforme doit distribuer au moins la moitié de ses contenus intelligents, labellisés comme étant, tu sais, même comme le Nutri-Score, mais pour les contenus, disant bah, tu es obligé d'avoir au moins 50% de contenu A, sinon Hmm. bah, on te ferme. Est-ce qu'on dit qu'il y a une énorme fond, tu vois, comme la redevance télé, mais redevance globale pour tous les contenus et que cette redevance Info. soit distribuée, tu dois produire du contenu labellisé de qualité et dans ce cas, tu as touché de la redevance. Hmm. On me dit oui, mais c'est pas les forces de marché. Sauf que les forces de marché, bah, si on me laissait faire, je regarderais toute la journée des conneries sur TikTok et Ouais. pas des trucs intelligents, peut-être. Ou des contenus très clivants et très Oui, bah, on voit ce qui qui marche. t'emmènent. On voit sûrement Ouais, ce que. c'est Ouais. ça. Hmm, hmm. Alors cette idée de forcer entre guillemets les médias à produire des infos qui élèvent la société ou un certain type d'infos. Alors euh, ça a beaucoup de dangers également, mais en même temps, c'est pas si éloigné finalement de ce qu'on voit avec la radio qui avait il y a quelques années mis en place une loi
qui imposait 40% de diffusion de chansons françaises sur toutes les radios en France. Et donc c'est un peu, encore une fois, forcé, mais pour le bien de la société. Donc ouais, cette piste me paraît pas si Bah, déconnante que ça en fait. ouais, et puis, je veux dire, enfin après, on peut dire c'est l'URSS et c'est l'enfer et C'est risqué. c'est la Corée du Nord et voilà. Ou alors on tombe dans l'idiocratie. Tu vois, c'est un peu, c'est le film des années Ouais. 90 là, qui était super. Donc j'ai pas forcément la réponse, mais ce qui est certain, c'est que euh, si on laisse simplement nous-mêmes décider, c'est compliqué. Il faut nous donner un petit coup de pouce. Il faut donner un petit coup de Hmm. pouce. Hmm. Et par exemple, je te donne un exemple très intéressant, un parallèle qui existe déjà aujourd'hui. Regarde l'offre culturelle, en général, musicale, par exemple, mais pas que artistes vivants, entre la France et l'Allemagne. On est juste à côté. Deux pays européens. euh, du point de vue de Trump, on est de gauche, on est des socialistes tous les deux. Voilà. Et ben, en France, il y a le fameux intermittent de spectacle. Et donc, des gens qui sont payés, même si tu fais un spectacle avec 20 personnes ou 3000 personnes, bah, tu es payé pareil. Et donc, ça crée une richesse, une diversité de spectacles immensément plus importante partout en France. Dans le petit village au fin fond, tu as une espèce de truc avec l'art lyrique parce que bah, c'est possible et parce que la mairie a pu se le permettre. Et on finance ça, nous, avec les impôts. Tu pourrais dire, Hmm. si elle n'a fait, si cette personne n'a fait venir que 19 personnes, c'est peut-être pas intéressant de la financer. Oui, mais ça expose ces 19 personnes qui, derrière, par rebond, vont s'élever un petit peu. Ça leur expose à des contenus, à des événements, à des choses autrement auxquelles ils n'auraient pas accès. Sinon, si on va en Allemagne, une petite ville, bah, il y a l'opéra qui passe une fois, machin, et puis, bah, espèce de stand-up peut-être, et c'est tout. C'est très, très Hmm. pauvre. Et je pense que c'est. Et alors, si on va aux États-Unis, c'est encore pire. En Ouais. dehors des grandes villes, je parle. Donc, je pense que c'est une façon de faire qui peut être très bénéfique pour la société Mhm. globale. Et Très c'est bien. important, ça a de la valeur. Ouais, bien sûr, bien Je sûr. Et préfère là, vivre, je préfère payer et vivre avec des gens plutôt intelligents autour de moi, plutôt Mhm. que de garder tous les sous pour moi, mais vivre qu'avec des imbéciles autour. Je Mhm. pense que ça a de la valeur. Et c'est là où les médias ont effectivement un rôle à jouer aussi, si on leur donne les moyens de faire ça. Alors c'est un rôle qui est pas facile à assumer, qui est ouais, très 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 compliqué, mais c'est vrai que quand on regarde là où vont les sociétés par rapport à l'information, la manière dont on consomme l'information et la manière dont finalement bah, ce sont les big tech qui nous dictent un peu comment on s'informe et nous donne la vision du monde et nous impose certaines lectures. Alors bien entendu, on a la responsabilité individuelle. J'en parlais d'ailleurs avec Julia, qui est journaliste chez Redac, pardon, chef adjointe chez Minted, et elle exposait aussi ça par rapport aux GAFAM et à la façon dont aujourd'hui on s'informe. Je pense que les médias ont une responsabilité, un rôle, mais encore une fois là, c'est compliqué parce que les médias doivent aussi trouver leurs modèles économiques et idéalement, ça serait en dehors de toutes les subventions. Donc c'est pour ça que j'aime bien réfléchir à la monétisation des médias parce que idéalement un média qui arrive à vivre et à bien vivre pourra être plus enclin à innover, à fournir de la meilleure information, etc. à plus de monde. Bien sûr. Donc Mais c'est une question d'échelle, je pense que le monde vit très bien, et les grands médias survivent plutôt bien aujourd'hui. Le New York Times, ils vivent très très bien. Et ils font du journalisme de très haute qualité, des contenus de très haute qualité. Donc ça intéresse un certain nombre de publics. Mais j'ai envie de dire, c'est l'élite qui lise les journaux. Donc c'est facile, ouais, on c'est baigne dans ça. ce monde parisien, etc. Mm. Si on Mm. s'en va de ce piédestal et on est dans notre but social, c'est pas du tout la même chose ailleurs. Et, euh, et encore une fois, il faut pas négliger, je pense, la valeur. La valeur. Un média, c'est de l'influence. Donc, pourquoi est-ce que les milliardaires investissent dans ces médias? Pourquoi est-ce que Libération, enfin, ou d'autres, hein, l'Express appartient à Alain Veil, Libé à d'autres, etc. Pourquoi ils investissent dedans? Parce qu'ils veulent préserver leur vision du monde, leur vision de la France. Et ils disent que c'est important pour eux. Je ne pense pas que c'est uniquement parce qu'ils veulent
utiliser ça pour leur business. Je pense pas que ce soit le cas. Mais en tout cas, ils ont une vision du monde. Ils disent, je suis prêt à lâcher 2, 3, 4, 5, 10 millions par an, tous les ans, parce que je veux que ma façon de voir le monde soit représentée. C'est une Hmm. espèce de mix ego trip, transmission, ce que tu veux, mais globalement, quand même, ils mettent de l'argent sur la table pour avoir cette vision. Donc, pourquoi il faut que ce soit eux qui financent aujourd'hui ces médias-là et pas nous, citoyens. Hmm. Moi, je trouve ça complètement normal que moi j'ai envie que les gens au fin fond de la campagne, les gens les plus modestes, partout, soient informés, correctement informés, par de l'info de qualité, par des journalistes qui vérifient leurs sources et pas par un X racheté par Musk ou par des bots de Poutine qui arrosent de conneries racistes nos pays, quoi. Hmm. Grand débat effectivement et c'est un sujet passionnant, on pourrait y passer des heures. Mais c'est vraiment un sujet qui est d'actualité et qui a été d'actualité pendant ça fait des années que on en parle et j'ai pas l'impression alors malheureusement je vais être un peu défaitiste mais j'ai pas l'impression que ça va vraiment dans la bonne direction. Euh, mais bon, après, peut-être qu'il faut aller un peu au creux de la vague pour remonter aussi. Et je sais que les médias se battent et ne sont pas prêts à lâcher non plus ces principes d'information et de bonnes informations. Donc, je sais qu'il y Hmm. a, il y a, il y a, il y a beaucoup d'espoir à ce niveau-là aussi. Il y a des gens très intelligents qui travaillent dessus. En parlant de futur, justement sur les 24 prochains mois, donc tu as exposé trois tendances fortes qui te paraissent intéressantes pour les médias, pour prendre des directions. Mais on voit également il y a énormément de choses qui se passent, notamment avec les avancées de l'IA, de la distribution du contenu, on en a parlé. Quelles sont tes recommandations pour les médias qui nous écoutent en ce moment? C'est observer, sauver les meubles, attendre et être prudent, ou alors y aller à fond, innover, prendre des risques et Bah, tout miser voilà, sur l'innovation. de toute façon, c'est simple. Le constat est simple. Si tu es un média qui n'est pas leader, si tu ne fais rien, tu vas mourir. C'est plutôt, tu traces, tu traces, et puis tu vois que voilà, ça tombe à zéro, donc je serai mort. D'autres se sont déjà cassés la gueule, et voilà. Je pense que si consolider, c'est important. Je pense qu'il faut qu'ils se regroupent quand même. Il faut créer d'autres groupes, c'est bien. C'est déjà un peu en cours. Mhm. Je pense que tout mettre sur la compréhension de qui sont mes audiences, c'est maintenant. Tu es en train d'être coupé de tes audiences comme ça par Google, par les réseaux sociaux et par les chats GPT. Donc, tu n'as plus accès aux audiences. Donc, c'est maintenant qu'il faut que tu trouves un moyen de discuter avec les audiences. Trois, il faut investir à fond sur Perplexity, OpenAI, ChatGPT, comment travailler avec eux, comment apparaître dans leurs résultats. Le LLMO, Mhm. Large Language Model Optimization, c'est un peu le SEO numéro 2, c'est-à-dire comment je m'y retrouve. Ça va tout prendre. Enfin, je vois l'usage. Je n'utilise quasiment plus de Google aujourd'hui. Mhm. Mhm. Je suis un power user, très connecté, très dedans. Ça veut dire que dans 3 ans, tout le monde y sera. Donc c'est maintenant que ça se fait. Maintenant, il faut être sur les LLM, il faut être recommandé. Pour l'instant, le trafic est ridicule, mais, euh, mais dans 2 ans, ce sera trop tard. Donc il faut y être maintenant, d'une manière ou d'une autre. Il faut que tes CTO, tes développeurs, tes product owners soient sachent comment ça marche, comment discuter, surveiller les news d'annonces, d'API. Dès qu'il y a un truc, il faut l'intégrer, il faut le tester. Troisième truc, la diversification est clé. Il faut pas être, enfin, ça, tout le monde le dit, donc à la limite, ils le savent déjà. Et puis peut-être le dernier point, donc c'est de parler aux audiences, s'intégrer avec Perplexity et OpenAI, se diversifier. Euh, et un dernier, mais qui est toujours le même, euh, c'est avoir un esprit product, c'est-à-dire devenir une product-oriented company. C'est méga important. New York Times le dit le mieux. Toutes leurs rubriques, c'est des équipes produits. Un product owner,
des journalistes, des techs, des designers, des data scientists. Et c'est ça qui crée une équipe product. C'est des mini startups au sein de la rédaction dans lesquelles les journalistes, le sales, la data, la tech et l'UX sont ensemble. Ils sont dans la même pièce, autour d'une table. Et voilà, c'est ça qui va créer et qui sont autonomes, qui sont agiles et qui vont prendre des sujets et qui vont travailler ensemble. Ils vont analyser les KPI, les analytics. Le product va parler au end user, aux audiences. Ok, on a fait un test groupe, on a fait venir, on a testé, on a testé, on a testé. On voit beaucoup de choses apparaître dans les médias anglo-saxons et Europe du Nord où ils lancent des podcasts, ils lancent des versions pour jeunes, ils lancent des applis pour des versions réduites. Les jeunes disent, bah ouais, il y a trop de trucs sur la page d'accueil, je veux pas. Donc, ils se lançaient très rapidement des pages d'accueil spéciales jeunes où il y a 5 infos. Je veux voir que de l'info positive. Un média a créé un bouton Happy Ouais. News. T'enlèves toutes les news de merde, etc., etc. Donc, il faut itérer. Mais pour ça, il faut pas que ça passe par des silos. Le product a fait une recommandation, la tech a estimé ça, que ça sera intégré dans la roadmap 2028. Et puis en 2028, ils sont plus là. Donc, agilité, équipe cross-fonctionnelle et vraiment avoir une version produit, c'est très important. Super intéressant. Très très intéressant cet aspect produit effectivement. Et en parlant de, on peut pas parler produit sans parler tech. Toi à la boîte, à la tête justement d'une boîte tech, comment tu fais pour ne pas être dans le FOMO, donc fear of missing out, quand tous les jours tu as des nouveaux outils, des nouvelles disruptions, des nouvelles annonces. Comment tu fais pour faire le tri et pour orienter les médias, donc tes clients, sur Ouais. les directions. Et les directions avant, peut-être que tu les prenais à 24 mois. Enfin, je veux pas parler à ta place, mais aujourd'hui, enfin, tu vois, dans 3 mois, tu te dis peut-être que ce protocole, il sera dépassé ou il y aura un nouveau truc. Comment tu fais pour garder la direction? Il y a contexte et cœur. Le cœur business, c'est le cœur du réacteur. Mine de rien, les médias restent d'une certaine taille quand même. C'est des machines complexes. Il y a les abonnements, il y a la pub, il y a les analytiques, il y a les journalistes, il y a la production de contenu, de vidéos, de photos, et tous ces systèmes interconnectés, les CRM, les gestions d'abonnés, les paywalls, les gateways de paiement. Donc nous, on est vraiment focus sur le cœur. On dit, nous, le cœur, c'est notre métier, on va vous transposer ça d'une plateforme à l'autre, on va vous moderniser ça, ça prend des mois, c'est des gros projets complexes, etc. Donc là-dessus, finalement, ça va pas si vite que ça. Les gros acteurs, par exemple dans le content management system, aujourd'hui dans les médias, c'est ArcXP numéro un. Derrière, tu as Glide au UK, et puis tu as des vieux dinosaures, Atos, etc. Euh, Ça n'a pas changé ces 3-4 dernières années. Il n'y a pas un nouveau truc qui est apparu qui changerait la donne. La gestion de contenu est un problème clos, résolu. On sait comment il faut faire et qu'est-ce qu'il faut en faire. Sur les éléments contexte, c'est là où il y a beaucoup plus d'innovation. C'est comment les plateformes de newsletters, c'est les chatbots, l'IA, les plateformes de monétisation, l'affiliation. C'est là qu'il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui rentrent, qui sortent. Euh, Là, on observe. C'est-à-dire que nous, on n'est pas forcément justement sur le devant de la vague. Nous, en faisant les gros projets cœur, on voit que bah, on s'intègre de plus en plus avec cet outil-là. Un média, deux projets, trois projets. Ok, il semble que c'est celui-là qui, parce que nous, moi, je ne peux pas, j'ai pas la capacité, je suis pas au cœur du réacteur des problématiques et des pain points pour pouvoir être pertinent sur ces outils-là en disant bah oui, c'est pour la newsletter, pour vos lecteurs, il faut ça. Je suis pas journaliste, je suis pas un média. Je suis pas. Par contre, je vois tous les médias partout dans le monde. Tous les projets qui se passent sont plus, enfin pas tous, mais je veux dire, j'en ai eu quand même beaucoup. Et là, je peux dire, bah voilà, j'ai une tendance. Washington Post, Record TV au Brésil et The National à Dubaï ont tous les trois adopté cet outil-là pour la gestion de la newsletter ou par exemple là le nouveau Frisbee pour la gestion des abonnements. Très bon outil, c'est allemand, ils se sont groupés depuis 3-4 boîtes. C'est un ami Greg qui est CEO. Super, super outil pour gérer des abonnements. Et là, on va tester, on va discuter avec l'éditeur. C'est un process long. Hein. On va Mhm. discuter avec. Et au bout après avoir testé, intégré peut-être sur un projet, je commence à en parler. Je dis, bon, les gars, on a trouvé la perle. Il semble que c'est pour les abonnements Frisbee, c'est génial. Ou pour les abonnements, c'est Charsby. Ou pour Stripe ou autre. Donc, voilà, c'est comme ça, par exemple, que ça fait euh, 4 ans qu'on travaille avec ArcXP et on est leur intégrateur partout dans le monde. On est très content de travailler avec Directus, on est très content de travailler avec
avec d'autres. Donc c'est des éditeurs qui restent, avec qui on construit aussi une relation sur la durée. Ça marche. Très clair. Est-ce que tu as encore 5 minutes pour des questions de fin du podcast? Oui, toujours. C'est parti. Justement, tu as parlé d'outils. Est-ce qu'il y a un outil là, que les médias te partagent, enfin le rêve, l'outil de rêve que les médias aimeraient avoir dans leur stack en ce moment et qui n'existe pas encore? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient? Je pense que le CDP, ils ont du mal avec la data. C'est-à-dire qu'ils ont des outils extraordinaires. Pool, par exemple, ils vont faire des cohortes, des machins, on peut tester plein de trucs. On a le CMS, etc. Donc, il y a des outils d'analytics, Piano Analytics, Amplitude, euh, mais globalement, on a soit des outils d'analytics, soit des outils de subscribers, soit des paywalls. Il n'y a pas encore, en tout cas dans les gros, il y a, mais il n'y a pas un outil magique pour les médias qui permette de travailler l'audience, d'avoir toute une vision 360 de ces segments, qui te dit voilà, là, il faut que tu leur écrives ces articles-là parce qu'ils se convertissent, parce que tel événement, etc. Donc ça demande encore beaucoup d'efforts et beaucoup d'intelligence et beaucoup de science pour pouvoir faire ces, traiter la data. C'est un vrai problème, c'est un vrai sujet. Et, euh, et puis après, moi, il y a un outil que j'ai découvert, en revanche, enfin que j'ai découvert, qui vient de mon autre activité, que tous les médias devraient utiliser en masse, c'est N8N, N8N. Tu sais, c'est un outil de workflow un peu Mhm. automatique. C'est génial pour intégrer tout un tas de trucs qui pourraient faire des miracles s'ils mettaient juste N8N au milieu de leur CMS, gestion d'abonnés. Ils pourraient faire des trucs immenses sans avoir besoin d'avoir des outils très chers. Donc, je recommande à tous les CTO, CIO des médias d'aller regarder N8N, s'ils ne le Et connaissent pas déjà. tu ferais quoi comme miracle? Tu as un Ah cas bah tu peux concret? dire, par exemple, si la personne est venue 4 fois sur tel article, lui pousser un mail parce que bah, là, ça fait 3 fois que tu es venu sur les articles euh, je sais pas, sur le bœuf bourguignon, tu veux Ouais. pas qu'on te pousse aussi, tu veux pas t'abonner à la newsletter de la bouffe française du Sud-Ouest, j'en sais rien. Donc on peut imaginer plein de règles à tester. Tu vois, il y a des Mhm. trucs automatiques, ça existe, tu vois, Ouais, ouais. le système de paywall, les abonnés, ils proposent ce genre de trucs. Mais là, ça permet de tester beaucoup de choses ou alors d'importer des données. Par exemple, tu dis, bah tiens, Mhm. est-ce que je pourrais pas avoir des petites annonces immobilières dans mon truc, en dessous de mes articles sur le Parisien Val d'Oise. Bah, Mhm. avant, il fallait des mois de développement. Là, tu vois, une équipe technique en quelques heures peut connecter ça et puis hop, ils ont dans leur CMS des articles publiés. Donc c'est un outil très puissant pour pouvoir tester et puis interconnecter des systèmes, avoir des triggers, des choses qui se passent, avoir des événements sur lesquels on peut réagir. On peut faire énormément de choses, c'est très flexible et surtout ça permet de communiquer entre plusieurs outils. Très souvent, les équipes tech sont très réduites parce que ça coûte cher, donc elles sont submergées de tout ça. Et donc les équipes même un peu techniques, mais qui ne sont pas dev, ne peuvent rien faire, ils sont bloqués. Donc là, c'est un espèce d'enabler qui permet de dire, bah tiens, moi je peux connecter le système d'abonnement, le système de paiement, le système de CRM et le CMS ensemble, et puis bah, commencer à faire des trucs. Très cool. Je mettrai le lien en description et je suis sûr qu'on pourra trouver effectivement des cas d'usage de N8N pour les médias. Donc Hmm. j'essaierai de trouver pour la description du podcast. Merci pour la recommandation. Quel est le média ou le groupe média qui t'inspire le plus? Alors, tu travailles avec beaucoup de médias, donc tu risques de faire des jaloux, mais tu peux également aller à l'étranger. Ils nous écouteront peut-être pas, Euh, mais un média vraiment que tu te dis, ah, putain, ils font du bon travail, ils sont alors, innovants, ils sont... bon, il y a le Monde, c'est très clairement, ils sont très loin. Je travaille pas avec en plus, tu vois. Donc Mhm. c'est le Monde pour moi, ça reste une référence. Le New York Times, évidemment, c'est facile, tout le monde le sait que c'est les meilleurs Mhm. quand même. L'équipe a fait un travail Ouais. extraordinaire parce qu'à chaque fois que j'entends faire des conférences qu'ils font, c'est génial avec leur calcul des offres où ils font un truc à 1 euro, puis ça augmente. Enfin, c'est des geeks de la conversion, je trouve ça c'est génial. Mention spéciale à The Audiencer, qui reste un média Mhm. quand même, hein, ils sont passés en payant. Ouais. Mais ceux avec qui vraiment j'ai un gros amour pour ce qu'ils font et comment ils travaillent, ils sont pas connus, ils sont anglais, c'est William Reed, c'est un média B2B qui travaille beaucoup dans l'agroalimentaire. Ils ont osé Grosse Erreur, les 50 restos les plus machins, etc. Ils sont en train de faire une consolidation de leurs titres.
Et la manière dont ils gèrent le projet, ils sont militaires, c'est vraiment top. Je trouve que c'est des gens extraordinairement organisés, rigoureux, avec un plan sur 3 ans qui respecte à la lettre. Ils prévoient à 3 ans d'avenir. On va faire ça, on va consolider ici. Là, on va le mettre. Enfin, ils mènent ça d'une main de maître. Je trouve que ça nous manque en France un peu de cette rigueur Mhm. anglo-saxonne. Est-ce que tu peux en dire plus sur le projet que tu déploies avec eux ou c'est Alors nous, on a confidentiel? déployé, non, non, on les a migrés ils étaient sur une plateforme qui s'appelle Ibexa. On les a migrés l'année dernière donc sur ArcXP, qui était un gros projet parce qu'il y a cette partie un peu contenu qui est facile, enfin, qui est facile, qui est pas facile parce que c'est des centaines de milliers de contenus, c'est plus de 22 sites, mais c'est surtout sur la partie gestion des abonnements et ce qu'on appelle des form walls. Eux, ils ont beaucoup de form walls où ils vont collecter de la donnée, puis créer du contenu, et ils vont collecter pour un annonceur de la donnée. Par exemple, tu dis, bah tiens, moi je veux sponsoriser 30 articles, donc ils ont 30 articles, et sur ces 30-là, il y a ton form wall à toi qui va recueillir un certain nombre d'informations sur une période donnée, sur une section, et c'est de leur favori, quoi. C'est-à-dire que c'est pour une période, pour un client, seulement tel trafic. Mais si tu viens d'un tel autre, d'un concurrent, on va pas t'afficher le même, etc. C'est très Hmm. intéressant. Et ils ont plus de 120 newsletters qu'ils animent. Donc ils envoient hyper personnalisé. Et c'est une mécanique absolument géniale, quoi, je trouve. Ouais, c'est un beau projet, c'est un très gros projet. C'est plus d'un million d'euros pour nous, mais voilà, j'étais très content de travailler sur ça. Est-ce qu'il y a un business média que tu rêverais de lancer puisque tu es, avant d'être tech et CEO d'une boîte tech, tu es aussi entrepreneur. Tu travailles beaucoup avec des médias et on sent que tu as une certaine passion peut-être pour ce secteur. Est-ce qu'un jour tu te vois Maxime Topolov en tant que fondateur d'un média? Euh, non, enfin oui, peut-être. peu- Pourquoi pas? J'aimerais bien, tu vois, une espèce de dîner-spectacle média où un acteur connu viendrait lire les informations exclusives, par exemple, de Mediapart, des espèces d'enquêtes Mhm. d'investigation, mais c'est un acteur qui lit pendant qu'on dîne et on mange des huîtres. Voilà, ça serait ça, un Mhm. dîner-spectacle. Et on pourrait lui balancer des tomates si c'est des news qui sont mauvaises. Ok, très cool. C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai reçu Jimmy Darras qui travaillait chez West Media Lab et qui a un lab, un laboratoire pour les médias de proximité. Et il m'a cité pas mal d'exemples de médias effectivement locaux qui font des événements en physique comme ça, dont un média lyonnais qui a racheté un théâtre pour faire ce genre Bah d'expérience et voilà, d'événements. Et voilà. j'ai adoré ce podcast parce que je le mettrai en description parce en fait, j'avais aucune idée euh, de l'innovation qui vient des médias locaux en fait. Et c'était assez extraordinaire tous les exemples qu'il a cités. Euh, Non, mais c'est super. Ils peuvent lancer des abonnements hyper locaux. Tu vois, par exemple, je crois que c'est Ouest France qui a sur sa page d'abonnement pour augmenter les conversions, affiché une carte du département avec le nombre de news qui concernaient chaque petite ville. Donc il y a des petites vignettes comme ça. Et au hmm, moment de cliquer pour payer tes 5 euros d'abonnement, tu voyais que ouais, ta petite ville, là, elle est aussi couverte par des événements que ça vaut le coup de excellent. t'abonner. Et ça a augmenté de quelques pourcents leur taux de Ah ouais, conversion. C'est assez j'imagine. rigolo. Hmm. Ok, super exemple. Est-ce que tu cherches des partenaires ou des contacts? Alors, tu es déjà bien câblé dans le domaine, hein, dans le secteur des médias, mais avec qui tu aimerais discuter et, si tu as peut-être voilà, des tendances que tu aimerais brainstormer avec d'autres personnes du monde des médias ou... Bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est de participer un peu plus à la réflexion globale. C'est que quand on travaille avec les gros médias, bah, on arrive un peu dans un cadre très cadré. Voilà, on va migrer de CMS, on va migrer de système de gestion d'abonnement, on va moderniser nos applications mobiles. Donc, on arrive et en tant que sachant, en tant que conseil d'architecture technique, etc., mais on n'a rien à dire sur le business model, on n'a rien à dire Mhm. sur... et moi, je suis un entrepreneur, donc j'aime ça. Euh, donc, des petits médias qui veulent se lancer dans des expérimentations avec nous, ben, on serait ravis aussi de participer un peu à la réflexion des médias plus modestes, peut-être plus niches, pour Mhm. voir comment on pourrait appliquer les méthodes des grands
à une échelle plus petite, plus humaine. Et du coup, bah, avoir peut-être plus de feedback, parler avec les dirigeants et co-construire. J'étais avec un dirigeant qui est très connu, mais qui se lance à gérer des petits titres là. Et c'est très intéressant parce que ce dont on discute de leur plan sur 3 ans, 5 ans, leur ligne éditoriale, les sources de revenus, le BP, le ROI, est-ce qu'on fait ça ou ça, qu'est-ce qui rapporte plus, on fait des calculs ensemble de rentabilité de telle et telle initiative. Et c'est enrichissant pour eux parce que nous, on a cette vision globale de plein de trucs. Et pour nous, c'est très intéressant aussi parce qu'on voit immédiatement l'impact de nos actions techniques en termes de business. Très cool. Mais j'imagine que ça va intéresser des médias de taille plus modeste, effectivement, à te contacter. Et donc, prochaine question, quel est le meilleur moyen pour prendre contact avec toi? Et bah là, donc en physique toujours, parce que gardons cette idée, vous pouvez toujours aller sur code.store, c'est le site est là. Voilà. Mais sinon, je pars mardi prochain en bateau de Paris, en Belgique, par les fleuves. Et donc je vais poster mes petits arrêts sur LinkedIn. Donc vous pouvez vraiment Ah, super. rencontrer entre Paris, Compiègne, Douai, Lille, jusqu'à Gand, Mhm. à différents moments de cet été. Puis je reviendrai en septembre. Ok, très bien. Bah écoute, on mettra l'itinéraire Ouais, enfin, tu le posteras sur LinkedIn ouais, et comme ça, les gens pourront te suivre et te contacter au ça fil marche. de ton aventure. Bah, je te souhaite une bonne navigation alors. Merci. J'imagine que t'as tout préparé pour rester connecté Ah oui, 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 je suis tout connecté en satellite, panneaux solaires, je suis autonome, oui. autonome. Super. Bah écoute, très beau projet. Je te souhaite de bonnes vacances. C'est pas vraiment des vacances, mais Non, je bosse quand même, ouais. ok, très bien. Maxime, merci énormément. C'était un épisode vraiment qui m'a beaucoup plu, beaucoup intéressé. Et quand tu veux pour un round 2, peut-être bah, justement, on a parlé là, horizon 24 mois, mais peut-être qu'on pourra se refaire un épisode un peu sur les nouveautés Ouais, plus prochainement. Et puis, j'invite tout le monde à prendre contact et à te suivre sur LinkedIn. Donc, merci. Salut Renan. merci Maxime, à bientôt. Salut.